Salut tout le monde, bienvenue à cette édition du 3 mai 2018 du rapport Boivin pour couvrir la période du 27 avril jusqu'à ce jour. Beaucoup de choses au menu. Ça a commencé avec le Bloc québécois qui était en espèce de congrès général des délégués d'un peu toutes les circonscriptions. Il y avait une autre, je dirais pas tentative de putsch, là, mais il y avait une quarantaine d'associations qui essayaient d'accélérer le processus de vote de confiance concernant la chef Martine Ouellette, qui doit se sentir pas mal pointée du doigt et visée de ce temps-ci. Ça n'a pas fonctionné, leur affaire, parce que c'est sa proposition qui a maintenu le cap, c'est-à-dire d'avoir le fameux vote de confiance le 1er et 2 juin prochain. Eux voulaient le devancer de 2 semaines. Là. Je ne sais pas pourquoi ils font des chicanes pour des histoires de semaines, mais enfin, bref. Et ça bardait encore parce qu'il y a eu certains commentaires de fait. Évidemment qu'elle a pointé, Martine Ouellette a pointé du doigt les 7 démissionnaires qui siègent à part, qui font bande à part à la Chambre des communes, comme si c'était une grosse affaire. Quand on parle d'une dizaine de députés sur 338, là, ça fait pas un parti très fort de toute façon. Mais ceci étant, ils réussissent quand même à faire chaser pas mal d'eux autres. Dans sa proposition, Martine Ouellette suggérait aussi une question référendaire concernant l'objectif du Bloc québécois. Est-ce qu'on remet la question d'indépendance à l'avant-scène ou est-ce qu'on devient strictement un parti là pour les intérêts du Québec? Enfin bref, ça reste à déterminer. Et le seuil acceptable de vote qui est 50 plus 1, ce qui me semble tout à fait raisonnable, moi, dans une démocratie. Ce qui a été un peu surprenant, c'est l'attitude de Mario Beaulieu. Il faut se rappeler que Mario Beaulieu, c'est l'ancien chef après Gilles Duceppe du Bloc québécois. Mario Beaulieu, qui est un irréductible indépendantiste, c'est lui qui est allé chercher Martine Ouellette, qui l'a plus ou moins assise sur le trône du Bloc. Qui maintenant dit ne plus avoir confiance en elle. Je pense qu'il sent la soupe chaude. Je pense qu'il sent aussi, probablement sur le terrain, là, que ça risque d'aller assez mal pour le Bloc québécois. Est-ce que ça irait mieux parce qu'il deviendrait un autre genre de parti? Enfin bref, ça reste à voir. Les 7 démissionnaires à qui Martine Ouellette a tendu la main à la fin de cette espèce de conseil général du week-end du 28 avril, l'ont plutôt envoyé paître en disant qu'ils maintenaient leur décision de rester à l'extérieur de ce parti-là et de probablement former un parti politique. Selon certains des 7 démissionnaires, on parlait de former un parti politique qui essaierait d'attirer dans ses rangs certains députés du nouveau Parti démocratique, même des libéraux, des conservateurs. En tout cas, ce serait une espèce de parti photo, un peu ce qu'était le Bloc lors de sa création par Lucien Bouchard et Jean Lapierre. Sauf qu'on est loin des années début 90, puis de l'après-Mitch. Là, il y a beaucoup d'eau qui a coulé sous le pont. On pense aller chercher des gens peut-être déçus de d'autres partis qui voudraient plus se concentrer sur la question québécoise. Je leur souhaite bonne chance, là, mais après presque 1 an et demi d'une prochaine élection fédérale, pas certaine, moi, qu'ils réussissent juste avec leur petite passion puis leur côté démissionnaire du Bloc québécois de réussir à créer quelque chose qui a de l'allure. En tout cas, c'est un drame qui finit plus de pas finir, mais avec la fin de beaucoup de téléromans, là, ça occupe le paysage politique pour le temps qu'on voudra. Je le répète souvent sur plusieurs tribunes, on semble pointer beaucoup du doigt Martine Ouellette, mais il faudrait peut-être regarder du côté je dirais un peu traîtres au parti, là, de ceux qui ont laissé le bateau au lieu d'essayer de ramer puis de convaincre la chef puis d'essayer de convaincre le membership. On claque la porte. Je trouve toujours ça un peu particulier. Mais enfin, bref. Une des bonnes choses de Martine Ouellette, je ne dis pas c'est le fait qu'elle siège à l'Assemblée nationale là, comme indépendante parce qu'elle a laissé le Parti québécois. C'est d'ailleurs un de ses problèmes, c'est d'être là-bas à Québec alors qu'elle est chef d'un parti au fédéral, mais en tout cas, c'est ses affaires. C'est sa croisade un peu contre le dépotoir nucléaire à Chalk River.
Dépotoir nucléaire qui, me semble-t-il, à part Mme Ouellette, Martine Ouellette, il me semble que ça ne fait pas assez de bruit. C'est quelque chose, je ne sais pas si vous avez vu le reportage d'il y a peut-être 3 semaines, un mois, à Radio-Canada, l'émission Découverte, je pense. En tout cas, c'était une émission spéciale sur le fameux dépotoir nucléaire à Chalk River. Dépotoir nucléaire qui n'est pas très loin de la rivière des Outaouais, donc qui risque de nous affecter, nous tous, ici, dans la belle grande région de l'Outaouais. C'est certain qu'on a appris que, bon, on ne parle plus de déchets de moyenne intensité, de déchets nucléaires de moyenne intensité, on parle de déchets déchets nucléaires à faible intensité, mais quand même. Ce qui est nouveau dans l'actualité par rapport à ce dossier-là, c'est que Martine Ouellette a interpellé la ministre de l'Environnement, Isabelle Melançon, ministre du Parti libéral du Québec, pour essayer d'avoir son appui dans la démarche de la ville de Gatineau qui a déposé une motion contre ce dépotoir nucléaire. La communauté métropolitaine de Montréal, c'est 82 municipalités qui sont en appui à la ville de Gatineau là-dessus, et elle essayait d'aller chercher l'appui de la ministre de l'Environnement parce que le Québec, il y a des consultations présentement qui se déroulent pour essayer de voir comment est-ce que tout ça peut se mettre en place, ce fameux dépotoir nucléaire, qui va venir jeter ces déchets nucléaires, est-ce que ça va être ouvert à bien d'autres pays, quel genre de précautions on va prendre, comment on va le construire, comment on va assurer les municipalités qui sont sur le bord de la rivière des Outaouais, d'assurer leur sécurité environnementale. En tout cas, il y a tellement de questions. La ministre de l'Environnement a refusé de donner son appui, prétextant qu'ils auraient plus les coups des franges pour pouvoir faire certaines démarches s'ils restent plus ou moins neutres sur la question au moment où on se parle. Ça, c'est de la grosse BS, pour pas dire bullshit, là, en pleine TV, parce que si tu es contre quelque chose, il n'y a rien qui t'empêche de faire des démarches pour aller dans le sens de ton opposition. En fait, ce que le gouvernement du Québec envoie comme message, c'est regarder, on va s'ajuster, on va essayer de regarder un peu ce qui va se passer, puis on verra bien si on est pour ou si on est contre. Donc, pas en mesure de dire à ce stade-ci s'ils sont pour ou contre. Mais c'est un dossier extrêmement important pour notre qualité d'eau pour la région, ça c'est clair. Ceci étant, il y a eu l'annonce par Amir Kadir qui est un des premiers députés de Québec solidaire, qui avait été élu pour Québec solidaire. Amir Kadir, on l'aime ou on le déteste. Je connais très peu de gens qui sont au milieu puis qui sont neutres par rapport à l'individu. On l'haït avec passion ou on l'adore parce que c'est un gars qui n'a pas peur de dire ce qu'il pense puis qui n'a pas peur de poser certains gestes, qui a participé à des manifestations, qui s'est fait arrêter, qui était une épine dans le pied de Jean Charest comme ça ne se peut pas. Il y a eu toutes sortes d'histoires qui l'entourent. Il a lancé un soulier sur une photo de George W. Bush, l'ancien président américain, alors qu'il y avait une manifestation devant le consulat américain à Québec. En tout cas, il ne fait pas dans la dentelle, mais il a annoncé que là, c'était suffisant. Il avait suffisamment donné à la politique et puis c'est le temps pour du sang neuf, ou à la grande joie de beaucoup d'autres de ses adversaires politiques. Mais ce sera une personnalité qui on va la manquer d'après moi parce que qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, il aura réussi à forcer certains débats, il aura réussi à forcer certains individus à se brancher dans certains dossiers. Et des Amir Kadir, ça ne se crée pas à chaque élection. On verra mettons que Québec solidaire s'en devient un parti très... je ne dirais pas conformiste, là, mais quand on a des Vincent Marissal, des Gabriel Nadeau-Dubois, qui sont plus aptes à jouer le jeu politique tel qu'il se joue, j'ai hâte de voir quel impact ça aura sur Québec solidaire. Manon Massé, bien sûr, est toujours là, bien qu'elle est en convalescence suite à un accident de ski. Mais en tout cas, à suivre. Alors, on souhaite bonne route au docteur Kadir, qui va probablement retourner à plein temps à la médecine.
Il y a eu un rapport qui est sorti de l'Institut du Québec qui s'intitule « 10 ans de surplace » en parlant de décrochage scolaire. On couvre la période de 2004 à 2014. Et là, évidemment, chaque fois qu'on sort ce genre de statistiques qui démontrent que le Québec est bon dernier dans la Fédération canadienne, loin derrière les autres, on a un taux de décrochage plus élevé. Il y a bien des choses là, que l'histoire ne dit pas nécessairement. Moi, je suis un petit peu allergique à ce genre de statistiques pour la simple et bonne raison qu'on ne compare pas toujours des pommes avec des pommes. Plus souvent qu'autrement, c'est des pommes avec des poires. Et j'ai déjà fait la blague, là, mais je ne parle pas de poires. Je parle vraiment là, de fruits et non pas la poire dans son sens figuré. Et ce qu'on ne met pas dans les statistiques du Québec, c'est évidemment tous les étudiants dans le réseau privé. Il y en a quand même près de 20 des étudiants qui se situent dans le réseau privé. Alors, est-ce que ça montrait les statistiques? Selon l'Institut québécois, l'Institut du Québec, ça ne changerait pas grand-chose, peut-être un 5 de hausse là, sur la totalité. Par ailleurs, on ne compare pas non plus les notes de passage, ne sont pas les mêmes, entre autres, par exemple, en Ontario avec le Québec. Une place, c'est 50 la note de passage, l'autre place, c'est 60 il reste encore beaucoup de travail, mais ce que j'aime de ce type de rapport, c'est que ça force le débat. Au-delà là, des chicanes de parlementaires à dire hey, « c'est de ta faute, c'est parce que t'as coupé, c'est parce que ci, c'est parce que ça », il y a une question qui se pose, et c'est le ministre de l'Éducation lui-même qui la posait en disant « est-ce qu'il n'y a pas un décrochage parental? » Pas pour ramener tout sur la faute des parents, mais est-ce que les parents sont toujours aussi intéressés aux études de leurs enfants et à ce qui se passe à l'école secondaire, ou est-ce qu'on laisse plutôt ça au milieu de l'éducation en se disant « ben ils ont leurs choses à faire, puis nous autres, on s'occupe d'un autre aspect de l'éducation de nos enfants. » Ça reste à voir. Est-ce que c'est parce qu'on ne valorise pas suffisamment l'école? Je ne le sais pas. Je sais que c'est extrêmement démotivant pour les professeurs parce que ce sont souvent ceux qui sont pointés du doigt parce qu'on dit que c'est de leur faute si les jeunes décrochent parce qu'ils ne s'intéressent pas. La statistique garçons et filles est frappante. Ceci étant, il faut quand même regarder que les communautés anglophones n'ont pas les mêmes résultats. Il y a beaucoup moins de décrochage dans le milieu anglophone qu'il y en a dans les milieux francophones au Québec. Alors ça, il me semble qu'il faudrait peut-être regarder c'est quoi. Est-ce que c'est parce qu'il y a moins d'étudiants dans les classes? En tout cas, plein de questions. Alors évitons de porter des jugements trop tout carrés et il faut peut-être analyser un petit peu mieux les statistiques. Sur la hausse des coûts de l'essence, c'était assez spécial d'entendre le gouvernement du Québec dire qu'il était complètement incapable, il est impuissant, pour reprendre les termes du ministre, impuissant dans ce dossier-là. Si nos gouvernements qui s'en mettent plein les poches avec les taxes sur l'essence se sentent impuissants, imaginez nous autres. Je pense que c'est une façon un peu trop cheap de la part d'un gouvernement de s'en sortir en disant « Hey, c'est pas de notre faute, c'est la faute des pétrolières ». On fait une pause et on revient. Nous vous présentons le tout nouveau véhicule de tournage de la TVC Basse-Lièvre. Grâce à celui-ci, nous serons partout dans la région pour couvrir les événements d'ici. TVC Basse-Lièvre, propulsé par Desjardins, Caisse du Cœur des Vallées. Oui, je parle français. Un message d'impératif français. Oui à un débat respectueux. Moi, je dis non au racisme et à la francophobie. Vivre en français, un droit fondamental. Travailler en français, un droit à respecter. Moi, je dis non à la francophobie. Un message du mouvement Impératif français. Et nous
nous voilà de retour. On va laisser l'essence de côté parce que ça me frustre tellement que je serai enragée pour les derniers 15 minutes du show. On va se parler d'une belle nouvelle qui est sortie la semaine dernière, c'est-à-dire celle d'un nouveau complexe santé qui va s'appeler Complexe Santé 819. Le docteur Cervantes Gaspard qui met sur pied cette belle bâtisse sur le boulevard de l'Hôpital, au 444 du boulevard de l'Hôpital. Alors, quand vous allez voir cet édifice se construire, sachez que c'est pour devenir un peu complémentaire à notre centre hospitalier dans le secteur Gatineau. On parle d'un complexe avec un groupe de médecine familiale, ces fameux GMF. On espère pouvoir s'en aller vers une super clinique comme ils ont à Hull. Ça serait extraordinaire parce qu'avec les super cliniques, on dit qu'on réussit à désengorger les centres hospitaliers. C'est la raison d'être de ces complexes de santé. On va avoir quoi? Mon Dieu, on parle d'une clinique de fertilité, d'un bloc opératoire, on parle d'IRM, d'imagerie résonance magnétique. Enfin bref, plein de services. Il y a beaucoup de choses, par contre, qu'il faut comprendre que ça va être de nature privée. On espère, entre autres, comme pour l'IRM, qu'on ait cette deuxième machine, qu'elle devienne publique. Je sais que le député provincial Marc Carrière de Chapleau était présent lors de la pelletée de terre protocolaire. Donc, on aspire à ce que la plupart des services qui seraient offerts dans cet édifice, ce nouveau complexe Santé 819, deviennent des services de santé publique dans leur totalité. En tout cas, je l'espère, surtout provenant d'un gouvernement qui s'est foutu de la gueule de la CAQ, de la Coalition Avenir Québec, en disant que la CAQ, ils vont tous privatiser les services de santé. Pourtant, avec les coupures du docteur Barrette, on peut dire que ça a créé beaucoup de choses au niveau du privé de l'autre côté. Alors, le Parti libéral devrait se garder une petite gêne là-dessus. Mais toute offre de service qui peut aider au nombre de docteurs, évidemment, si on vide l'hôpital pour remplir là, on ne serre pas nécessairement les fins d'aller chercher des médecins de famille pour tout le monde, et ainsi de suite. Mais c'est à suivre. C'est quand même une belle nouvelle à ce niveau-là. Là, je me suis sentie revenue. Il me semblait que c'était tranquille à la ville de Gatineau. Et la semaine dernière, qu'est-ce qu'on a entendu beaucoup parler? C'est d'une petite chicane, semble-t-il, entre la conseillère Louise Boudria et le maire Maxime Pedneau-Jobin. Je vais vous dire, en gros, là, Mme Boudria, lors d'un comité plénier, se posait la question comment se faisait-il qu'elle n'avait pas entendu parler de cette mise sur pied d'un mini-comité consultatif qui va être formé de, je ne vais pas me tromper, là, mais Mike Duggan, Daniel Champagne et puis Mme Amiotte, je crois, si ma mémoire est bonne, et René Amiotte, c'est ça. Et puis, ces gens-là vont travailler à donner peut-être des indications sur comment est-ce qu'on devrait mettre sur pied un prochain bureau d'ombudsman ou un ombudsman tout court. Et Mme Boudria s'interrogeait, d'après moi, avec raison, comment se fait-il qu'elle n'avait pas entendu parler avant le comité plénier? Et là, ça s'est crêpé le chignon, pas à peu près. C'était de toute beauté à entendre une petite chicane d'enfant, là, alors que le maire lui reprochait, si tu as quelque chose, si tu veux savoir quelque chose, prends le téléphone et appelle-moi. Comme je disais à la radio du 104.7 FM Outaouais, c'est la semaine dernière. Comment peux-tu prendre le téléphone pour appeler quelqu'un et dire « Hey, allô, je veux te parler de quelque chose que je ne sais pas qui existe encore » et ainsi de suite. Alors, il y a un peu de tout ça, puis des fois, la façon d'éviter les chicanes, c'est peut-être de juste laisse la personne poser à haute voix sa question, tu réponds, purement et simplement, voici l'approche que j'ai prise, puis c'est tout. Mais quand on commence à caractériser les gestes, les questions que les gens posent, quand on commence à personnaliser, c'est là que le débat dérape, à mon point de vue, et c'est ce qui rend ça un peu malheureux. Puis dites-vous bien que ça, c'est juste sur la mise sur pied d'un comité qui n'a même pas commencé à travailler sur la question. Attendez qu'on commence à regarder cette semaine toute la question de la citation patrimoniale, du quartier du musée. Ça, c'est le quadrilatère, juste pour vous situer, là, entre Maisonneuve, Laurier, Victoria et puis
des allumetières. Alors, c'est qu'on va lui donner la citation patrimoniale à ce quadrilatère, ce qui pourrait avoir un impact sur la demande du groupe Brigil de construire des tours qui pourraient aller jusqu'à 55 étages. Alors, on n'a pas fini là d'entendre les clans se lever sur la question. On va voir si avec le nouveau conseil, ça va parler fort ou est-ce qu'il y aura juste une ou deux personnes qui se feront le contrepoids au maire Maxime Penneau-Jobin, qui doit être très heureux de voir que même s'il est minoritaire avec Action Gatineau, ça ne parle pas très fort contre ses positions. À date, on sent beaucoup de consensus, ce qui est tout à leur honneur. En passant, c'est ce que je pense qu'il devrait être jusqu'à un certain point. J'aime les consensus, j'aime travailler par consensus. Par contre, il y a beaucoup trop de choses qui se passent derrière des portes closes, donc on ne sait pas comment est-ce que ces consensus s'atteignent. Est-ce que c'est parce qu'on fait du tordage de bras, des menaces? Est-ce que c'est juste parce que les gens sont extrêmement matures, excusez, passez-moi l'expression, ou est-ce que, on ne le sait pas. Et ça, c'est fatigant quand on est dans le milieu public et qu'on représente des gens, de sentir que comme personne, on n'a aucune idée de ce que nos représentants font, autre que de voter. Alors, c'est comme si l'expression démocratique ne se concrétise que par un vote, alors que la nature des débats, les arguments qui sont utilisés peuvent peser dans la balance, nous rendre moins niaiseux sur la question parce que ça nous donne un échantillon de commentaires sur lesquels on peut nous-mêmes, comme membres du public, comme personnes représentées, se faire des idées. En tout cas, à suivre, évidemment, je suis certaine que ce ne sera pas la dernière fois. La question du cannabis, on va en parler beaucoup. Pourquoi? Parce qu'on approche des délais qui avaient été fixés par le gouvernement de M. Trudeau, à savoir le 1er juillet. Là, tout le monde sait que ça n'aura pas lieu le 1er juillet, la légalisation. Là, fait que le Rockfest, on se tient tranquille. Pense pas que ça va être légalisé par le temps. Ça fait que vous le ferez, mais illégalement, comme ça se faisait les années antérieures. Mais ceci étant, c'est présentement devant le Sénat. Il y a encore une fois, si ma mémoire est bonne, je pense qu'il y a 4 comités du Sénat qui sont en train d'étudier la question du projet de loi sur le cannabis de Justin Trudeau, du gouvernement libéral. Il y a un comité, celui qui s'occupe des affaires autochtones, qui fait une recommandation, c'est-à-dire de reporter d'1 an la mise en place, la mise en vigueur du projet de loi, pour la simple et bonne raison que des témoignages entendus à leur comité, les Premières Nations se sentent un peu exclues de la loi, sentent qu'ils n'ont pas été suffisamment consultés, sentent qu'ils ne sont pas nécessairement une partie prenante des endroits où pourrait être cultivé le cannabis et vendu, et qu'on vende le cannabis. Alors ça, c'est une des choses. Je doute fortement que le gouvernement Trudeau retarde d'1 an la mise en vigueur de sa loi parce que comme il n'a pas tenu beaucoup de promesses de sa plateforme électorale, il va au moins arriver en campagne électorale avec un joint des mains en disant « Hey, c'est grâce à nous, ça ». L'autre comité, peut-être, je dirais pas plus sérieux, mais où il y a beaucoup de suggestions d'amendements, c'est le comité sur la justice du Sénat. Et dans leurs recommandations à eux et leurs recommandations d'amendement, il y a toute la question de permettre aux provinces de refuser la culture du cannabis dans les maisons par les individus, alors que la loi fédérale le permet. On sait que la ministre de la Justice et la ministre de la Santé avaient dit si le Québec refusait que monsieur, madame, tout le monde puisse faire pousser 4 plants de pot chez eux, qu'ils ne contesteraient pas nécessairement le Québec dans sa façon de faire, mais que les individus seraient tout à fait libres de contester toute contravention qu'ils recevraient, toute plainte criminelle qu'ils recevraient à cet égard et d'alléguer que la loi était inconstitutionnelle, la loi québécoise, et que, bon, le tribunal trancherait, puis c'est la loi fédérale qui l'emporterait. Alors, c'était une indication un peu fatigante pour les provinces qui sentaient que le grand frère fédéral mettait des gros sabots pour leur taper sa tête. Le Sénat canadien suggère d'écrire que les provinces, les territoires ont le droit de refuser la culture de cannabis par des particuliers, donc d'encadrer la vente, la distribution du cannabis.
Ça sera à suivre. On verra le nombre d'amendements. On verra si la date du 7 juin que le gouvernement Trudeau veut que le Sénat suive pour adopter la loi en dernière lecture pour que ça puisse revenir à la Chambre des communes, qui puisse décider s'ils acceptent les amendements ou s'ils retournent au projet de loi initial. Alors, j'ai hâte de voir si le Sénat va être capable de suivre les délais qui avaient été imposés par le gouvernement ou suggérés par le gouvernement Trudeau. J'en ai des doutes, mais on verra. Entre-temps, il y a une question qui se pose qui est extrêmement importante pour les propriétaires de logements, de condos, les associations de condos qui se demandent quoi faire quand quelqu'un va fumer son joint dans son appartement ou dans son condo et que ça va nuire à la qualité de vie des autres locataires et autres. Bien, il y a une décision qui a été rendue à Matane. Un individu qui fumait, écoutez bien, du cannabis pour des fins médicinales, avec autorisation là, pour des fins médicales, puis il y avait le droit, et qui ont accepté qu'il soit expulsé de son logement parce que ça rendait les autres locataires misérables. Et ça a été confirmé en appel, cette décision-là. Alors, c'est une première décision dans les circonstances qui peut avoir son pesant d'or pour beaucoup d'associations de copropriétaires ou beaucoup de propriétaires de logements. Alors, ce sera certainement une chose à suivre parce que ça fait partie des questions qu'on se pose. Il y a eu un sommet de la construction où le côté syndical et patronal étaient à une même table pour discuter de cette menace d'avoir la légalisation du cannabis qui fera en sorte qu'eux autres ne veulent pas voir des gens qui consomment sur les chantiers de construction. Et à mon point de vue, il n'y a rien qui change avec la légalisation du pot. En passant, tu n'as pas plus le droit d'arriver pacté sur les lieux de travail, mais tu n'as pas plus le droit d'arriver sous les effets du cannabis. La commission scolaire au cœur des vallées qui a fait un surplus au niveau de son transport scolaire. Bravo, ça veut dire qu'ils gèrent bien ça, le transport scolaire. Pourquoi? Parce qu'ils disent que c'est au niveau de l'organisation des circuits, le type d'autobus qu'ils utilisent. Au lieu de prendre des grosses affaires, des fois, ils prennent des plus petits véhicules, donc ça coûte moins cher. Ils ont réussi à économiser 800 000 $. Anciennement, selon la loi, ils devaient en retourner 50 % au gouvernement. Il y a un nouvel article dans la loi qui prévoit maintenant que tous les surplus retournent au gouvernement. C'est un peu, c'est pas rien qu'un peu, là, c'est maudissant, pas à peu près, pour les commissions scolaires qui sont performantes au niveau de leur gestion. Et la CSCV demande à ce qu'elle puisse garder comme avant son 50 %. Je lui souhaite grandement, lâchez pas le morceau, parce qu'il me semble que c'est faire l'apologie de la bonne gestion plutôt que d'encourager les cancres. Alors, go for it. Bravo. Nouvelle très triste, le député Gord Brown. J'ai été élu en même temps que lui en 2004 pour la première fois. Un gars en forme, un ancien champion canadien de kayak qui venait de jouer au hockey mercredi dernier et qui est arrivé dans son bureau sur la colline parlementaire, s'est effondré, arrêt cardiaque. C'est tellement triste. Ce qui était de toute beauté, c'était de voir les gens, les députés qui ont mis de côté leur chicane habituelle, là, quotidienne, pour vraiment parler de leurs anciens collègues. Et on parle dans les coulisses du pouvoir que Donald Trump pourrait se mériter le Nobel de la paix avec ce qui se passe en Corée du Nord. À suivre. En tout cas, Boivin dit plus rien. Je vous souhaite une bonne semaine.